Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Il est 19h, nous sommes le 10 janvier, voici les titres de l'actualité. CHAN 2022, nous ne sommes plus qu'à 3 jours du début du tournoi. Les préparatifs pour la cérémonie d'ouverture s'accélèrent au niveau du stade de Baraki. Place aux dernières retouches et répétitions. L'Algérie et ses infrastructures sont prêtes à abriter ce championnat et à assurer la sécurité et la protection de l'ensemble des délégations. 2023 sera l'année de l'intelligence artificielle. Une cérémonie de proclamation a été présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à Alger. Experts et spécialistes ont partagé leurs expériences dans le domaine. Il est évident que l'Algérie est à l'aube d'une nouvelle ère technologique. L'huile d'olive doit répondre à des critères bien définis pour être exportée. Zoom ce soir sur la cueillette et la trituration de l'huile d'olive à Tnia, dans la wilaya de Boumardès, et où les oliculteurs se plaignent du manque criard de précipitation. Un reportage est à suivre. La grogne sociale ne faiblit pas. Les mouvements de contestation populaire se succèdent et touchent désormais tous les secteurs. Les Marocains ont cette fois exprimé leur mécontentement et leur indignation face aux actions et propos du ministre de la Justice et exigent son départ du gouvernement. Nous terminerons à Rabdaya, notamment depuis les facilitations d'octroi de visas aux étrangers, qu'ils soient d'ailleurs d'ici ou d'ailleurs. Les visiteurs sont émerveillés devant la beauté de cette région, réputée pour son patrimoine naturel, architectural et culturel. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Nous ne sommes plus qu'à 3 jours du début du tournoi. Les préparatifs pour la cérémonie d'ouverture s'accélèrent au niveau du stade de Baraki. Cet après-midi, vous le verrez, toutes les personnes concernées par cet événement continental étaient mobilisées pour effectuer les dernières répétitions. Une cérémonie très attendue et qui promet d'être à la hauteur des espérances. Alors justement, pour avoir davantage de détails, nous avons en direct avec nous notre journaliste Saïd Felak. Saïd, bonsoir. Vous êtes au stade de Baraki. L'heure est aux dernières retouches, aux derniers réglages et aux répétitions. Effectivement, bonsoir Nor. C'est les dernières répétitions justement avant cette cérémonie d'ouverture justement prévue ce vendredi. Nous sommes au stade de Baraki, le nouveau stade de Baraki, et justement la dernière répétition pour la cérémonie d'ouverture, la fête qui aura lieu ce vendredi, va se dérouler dans quelques instants ici même sur cette enceinte de Baraki. Pour votre information, cette cérémonie d'ouverture durera en principe donc une vingtaine de minutes. Pas mal de surprises sont prévues. Il y aura de la danse, il y aura aussi beaucoup de musique et des invités, on ne va pas dire surprise puisqu'on a les noms Soul King, Dadju, Tikou Bawin, le groupe Tikou Bawin, donc le groupe algérien qui sera là, mais aussi une chanteuse sud-africaine qui mettront l'ambiance ce vendredi et lanceront officiellement ce CHAN en Algérie. Merci Saïd Felak. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous du stade de Baraki. On vous parle également ce soir de l'exposé du plan de la prévention opérationnelle auquel a assisté le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Merad, au siège de la protection civile d'Al-Hamiz. Plus de 2000 éléments de la protection civile seront mobilisés pour la réussite de ce tournoi continental. Le ministre a indiqué que l'Algérie était prête à abriter ce championnat et à assurer la sécurité et la protection de l'ensemble des délégations invitées. Emel Silidir. Au niveau du siège de l'unité nationale d'instruction et d'intervention de Dar el-Baïda, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Merad, s'est félicité de la mobilisation et de la disponibilité du corps de la protection civile, ainsi que toutes les dispositions prises et équipements mobilisés pour assurer un bon déroulement du CHAN. الحمد لله الوسائل التي قاموها
Les moyens mis en place pour assurer le bon déroulement de cette manifestation au niveau des 4 wilayas concernés par l'événement permettra d'assurer le succès de la manifestation. Je tiens d'ailleurs à remercier tout le personnel de la protection civile pour leur sérieux et professionnalisme. Brahim Red a également reçu des explications détaillées autour du plan préventif et opérationnel spécial Chan, tout en s'enquérant de son opérationnalité sur le terrain. Leur travail consiste à faire la prévention. Ils effectueront des visites d'inspection à travers les lieux d'hébergement des délégations participantes, dans les lieux d'entraînement ainsi qu'au niveau des stades où se dérouleront les compétitions. Il faut savoir que toutes les équipes seront accompagnées par les unités de la protection civile dans les différents lieux. En plus des 2048 agents d'intervention, la Direction générale de la protection civile a mobilisé 3 hélicoptères, 53 ambulances, 31 véhicules de secours et 16 motocyclettes en vue de veiller efficacement à la sécurité des participants et des supporters. Le secrétaire général de la Confédération africaine de football, Véron Mozango-Omba, a effectué aujourd'hui une visite d'inspection sur les lieux de la compétition à Oran, Annaba et Constantine. On vous propose de l'écouter. Elle est venue, on l'a placée. Elle est arrivée là. J'ai décidé de faire une visite d'inspection parce que mon équipe qui est déjà là depuis un moment, ils ont dit que les choses avancent bien, mais moi je voulais voir ça de mes propres yeux. J'ai commencé à Oran, les choses avancent très bien, il y a juste des petits réglages à faire, mais le stade à Oran est prêt. Et puis on était à Constantine, ils ont fait un travail fantastique par rapport à ma dernière visite. Ils ont rattrapé tous les retards. Donc le stade est livrable. Donc ils vont nous livrer ça le jour du match. C'est en très très bon état. Honnêtement, lors de ma dernière visite à Annaba, je ne croyais pas. Je croyais plus, j'avais perdu espoir. Mais on a des Wali super, très engagés. Je profite aussi pour remercier le président de la République, Algérie, et son gouvernement pour leur engagement pour la réussite de cette CHAN. Ils ont réussi à transmettre leur enthousiasme aux Walis, et puis des Walis nous ont délivré ils ont fait un grand travail, ils nous ont livré des magnifiques stades. En tout cas, merci beaucoup. Même ici, le stade, il est en 98,5% prêt. Donc le reste, c'est le nettoyage. Donc ça, c'est pas compliqué à faire. Les infrastructures sportives à travers le pays sont prêtes à accueillir les différentes rencontres, à l'instar du stade du 19 mai 1956 de Annaba. Il est considéré comme le deuxième plus grand stade d'Algérie. L'enceinte est désormais prête pour ce championnat. Les ouvriers ont travaillé à un rythme effréné pour apporter les dernières retouches avant le jour J. Raouf Hamouche. Voici la nouvelle version du stade 19 mai 1956. Véritable bijou architectural au cœur de Annaba la Coquette. Considéré comme le deuxième plus grand stade en Algérie après celui du 5 juillet 1962 à Alger, l'enceinte est désormais fin prête pour cet événement continental. Les ouvriers travaillent d'arrache-pied pour apporter les derniers réglages avant le jour J. Dieu merci, nous sommes aux dernières retouches. Je peux vous assurer que tous les moyens humains et matériels sont mobilisés pour que tout soit prêt avant le début de la compétition. Nos ouvriers font un travail remarquable, je tiens à le souligner. Une infrastructure sportive aux normes internationales, une pelouse en gazon naturel à même d'abriter des rencontres de très haut niveau, des vestiaires flambant neufs, bref, tout est opérationnel et ce, en un temps record. C'est extraordinaire, franchement, je ne reconnais plus le stade, il est juste magnifique, tout a été rénové. C'est un véritable acquis pour la wilaya de Annaba et pour l'Algérie. À J-3 avant le début du championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux CHAN 2022, tous les moyens humains et matériels ont été déployés afin d'offrir aux participants tout le confort nécessaire.
Les membres du Conseil de la Nation ont adopté le projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme lors d'une plénière présidée par le président du Conseil, Salah Goudil, en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdelrachid Tebbi, et le ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azouar. S'exprimant à l'issue du vote, Abdelrachid Tebbi a déclaré que l'adoption de ce projet de loi renforcera les mécanismes nationaux en matière de prévention et de lutte contre ces fléaux, affirmant que ce texte constitue en lui-même un mécanisme de protection de la société et du système financier et bancaire, puisqu'il définit les règles et les dispositions juridiques devant comprendre toute forme de prévention et de lutte contre ces crimes. Le président du Conseil de la Nation a quant à lui déclaré que l'Algérie avait retrouvé la place qui lui est si au niveau régional et international, n'en déplaise à ses ennemis. Je vous propose de l'écouter. L'Algérie garde la tête haute dans tous les domaines. Nous avons préservé notre indépendance politique. Nous avons aussi préservé la place de l'Algérie dans les forats internationaux. L'Algérie a retrouvé la place qui lui sied au niveau régional et international. Tout cela n'est pas le fruit du hasard. Cela s'est fait grâce à l'engagement de femmes et d'hommes à tous les niveaux. Et c'est ce qui énerve les ennemis de l'Algérie, à l'intérieur et le relais à l'étranger. Quand j'entends certaines déclarations, notamment de la part de personnes qui ont occupé des postes et représenté leur pays en Algérie, qui se déclarent pessimistes quant à l'avenir de l'Algérie, ces voix qui s'expriment depuis la France nous alertent et nous poussent à nous mobiliser davantage et à resserrer nos rangs afin de faire face à cette forme de néocolonialisme par tous les moyens. Signature aujourd'hui à Alger d'un mémorandum de coopération entre la médiature et la Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption pour une prise en charge optimale des préoccupations des citoyens. Le mémorandum a été signé par le médiateur de la République, Majid Amour, et la présidente de la Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, Salima Mousserati, au siège de la médiature. Il s'agit d'un moyen de renforcer les canaux de communication directe avec le citoyen et de développer une méthode efficace de prise en charge de ces préoccupations en vue de traiter les requêtes dans les délais et de répondre aux doléances. Écoutons ces déclarations. Ce mémorandum de coopération constitue un trait d'union entre le médiateur de la République et la Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, qui se réfère aux engagements du président de la République, notamment celles relatives à la consécration de l'état de droit et au renforcement des droits et des libertés du citoyen, ainsi que la promotion de la justice sociale et la transparence dans la gestion des affaires publiques en vue de valoriser et de promouvoir la relation citoyen-administration. Ce mémorandum tend à asseoir un cadre de travail régissant les modalités de coopération dans le domaine de la lutte contre la bureaucratie et la corruption et partant établir une nouvelle relation citoyen-administration sur des bases solides. En sa qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a été reçu aujourd'hui à Bamako par le chef de l'État malien, le colonel Assimi Goïta. Ramtan Lamamra lui a transmis un message du président de la République portant sur le renforcement des relations bilatérales et l'accélération de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Lors de cette visite de travail, Ramtan Lamamra s'est entretenu avec son homologue Abdoulaye Diop et avec le ministre de la Réconciliation nationale, le colonel Ismaïl Ouagui. Et au siège de l'ambassade d'Algérie à Bamako, Lamamra a rencontré des représentants des mouvements maliens signataires de l'accord d'Alger. Le ministre des Affaires étrangères a également présidé une réunion de coordination du groupe de la médiation internationale au Mali. Une réunion consacrée à l'examen des voies susceptibles d'accompagner les parties maliennes pour parvenir à la concrétisation de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, un accord issu du processus d'Alger. Je vous en parlais en titre. 2023 sera l'année de l'intelligence artificielle. Une cérémonie de proclamation a été présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kemal Badari, au niveau du pôle technologique de Sidi Abdallah à Alger. Experts et spécialistes ont partagé leur expérience dans le domaine. S'il est difficile de prédire l'influence que l'intelligence artificielle aura sur notre quotidien, eh bien, il est évident que l'Algérie est à l'aube d'une nouvelle ère technologique. Walid Yousfi. 2023 est officiellement l'année de l'intelligence artificielle. Investir dans ce domaine est aujourd'hui une nécessité, étant la locomotive qui mène vers la révolution technologique contemporaine.
Les universités algériennes sont appelées plus que jamais à adhérer à cette démarche en créant de nouveaux parcours de formation pour s'adapter et relever les défis qu'impose le monde d'aujourd'hui en constante mutation. Les objectifs pour 2023, c'est l'introduction de l'intelligence artificielle et faire de l'intelligence artificielle un outil pour apprendre, un outil pour développer la qualité dans l'enseignement supérieur et un outil pour préparer les métiers de demain. L'Algérie aujourd'hui a un potentiel important dans le secteur de l'intelligence artificielle, notamment grâce à la qualité de la formation dans les secteurs de l'informatique et des mathématiques. Et en tant que pays, nous avons une responsabilité importante de ne pas nous laisser distancer dans ce secteur, d'être les leaders, que ce soit au niveau de l'Afrique ou au niveau de la région MENA. Nous avons les capacités pour le faire. Les grandes puissances économiques accordent une importance cruciale au développement et à l'investissement dans l'intelligence artificielle qui a contribué à la découverte de nouvelles inventions ayant facilité la vie de l'homme au quotidien. Cette rencontre a aussi permis aux experts et chercheurs présents d'encourager les jeunes à suivre des formations dans le domaine. Ils ont également fait part de leurs travaux et partagé leurs expériences en la matière. Les pays développés investissent énormément dans l'intelligence artificielle car cela représente un pas de géant en matière de développement technologique. On peut la comparer à la révolution faite par Internet dans les années 90 et début des années 2000. L'Algérie a beaucoup d'experts spécialisés dans les nouvelles technologies. La formation est très importante pour les étudiants. Il faut parler de l'éthique de l'intelligence artificielle. Il faut parler aussi de l'infrastructure de l'intelligence artificielle. On parle de centres de calcul spécialisés pour l'intelligence artificielle et aussi la connexion Internet. Donc la connexion Internet afin de connecter tous ces centres de calcul. Un conseil scientifique composé d'experts, de chercheurs et d'enseignants spécialisés sera installé prochainement par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en vue d'introduire l'intelligence artificielle dans les programmes universitaires. À l'issue de cette rencontre, les membres de Farm IA, une start-up algérienne qui a remporté le 2e prix au concours international Tech for Good, ont été honorés pour leurs efforts et la solution innovante qu'ils proposent dans le secteur de l'agriculture grâce à l'intelligence artificielle. Lancement des portes ouvertes sur les exportations de l'huile d'olive et ses dérivés au siège de l'Algex, l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur à Alger, sous le haut patronage du ministère du Commerce et de la promotion des exportations et dans le cadre de la promotion du produit national. Les opérateurs économiques actifs dans la filière olicole ont été invités à participer aux activités de ces portes ouvertes nationales sur l'exportation de l'huile d'olive et ses dérivés, un événement sous le slogan « L'huile d'olive algérienne, l'originalité, le goût élevé et la grande ambition d'entrer sur les marchés mondiaux ». L'huile d'olive, on en parle toujours, elle doit répondre à des critères bien définis pour être exportée. Reportage ce soir sur la cueillette et la trituration de l'huile d'olive à Tniya, dans la wilaya de Boumerdès, où les oliculteurs se plaignent du manque criard de précipitations. C'est Aïda Mayouf. Dans la commune de Souq al-Had, daïra de Tniya, et sur les hauteurs du lieu dit Iril Lakhmis, la campagne de cueillette des olives tire à sa fin dans ce verger oléicole de 2 hectares. L'oléiculture, des techniques culturelles savamment maîtrisées et une culture profondément ancrée dans les traditions. On est habitué في الزيتون هذا لا ريكونت نتاع جدودنا هذا لازم ما نساوهاش هذه التقاليد هذه نتاع الزيتون. Les surfaces dédiées à l'oléiculture n'ont eu de cesse d'augmenter ces dernières années jusqu'à atteindre 8770 hectares actuellement. Cependant, cette campagne oléicole ne baigne pas tout à fait dans l'huile et pour cause, le manque criard de pluviométrie a eu raison de la production des oliviers. Le manque flagrant de précipitations a fait que la production est sensiblement diminuée. De 50 à 70 kg par arbre l'année dernière, cette année c'est à peine 20 kg par arbre de récolté. La différence est sans équivoque. Malgré la maigre récolte de cette année, la qualité n'a aucunement été altérée. Toujours à Boumerdès, dans la commune de Bni Amran, village Touzaline, une huilerie moderne réceptionnée il y a à peine un mois est tombée à point nommé afin de combler un manque à gagner en la matière dans cette région montagneuse.
Vu le nombre important d'oléiculteurs dans la région pour la trituration, j'ai investi dans cette huilerie afin de leur éviter les tracas des déplacements et d'assurer une rapidité dans les services rendus. Mon objectif dans l'avenir est de pouvoir exporter mon produit dans un emballage digne du nom. L'exportation, une ambition à atteindre, mais pour laquelle des critères rigoureux doivent être respectés. L'objectif, c'est de réduire la durée d'attente de l'olive entre la récolte et la trituration. Parce que chaque fois l'olive il prend du temps à l'attente, ça influe sur la qualité de l'huile. L'huile est de moindre qualité. Les professionnels de la filière oléicole pointent du doigt bien d'autres problématiques pertinentes. L'histoire de la bouteille, toujours, on a un manque de la bouteille. Et en Algérie, surtout la bouteille normalisée, c'est une bouteille opaque qui est recommandée pour l'huile d'olive. Alors, c'est pour ça qu'on a sollicité plusieurs fois les services concernés et offrons cette bouteille d'huile d'olive. Ainsi, pour booster les exportations d'huile d'olive, il nous faut des certificats biologiques. Nous avons décidé, en appui au moulin, de prendre un raccourci et de proposer, grâce au nouveau laboratoire qui est créé à Takeriet, dans le territoire de l'Institut technique de l'arboriculture, l'ITAF, nous aurons un grand laboratoire qui permettra de mesurer les contaminants. Et nous pourrons délivrer ainsi aux moulins des bulletins zéro résidu qui leur permettront d'aborder le marché international sur un créneau porteur. Des conditions sine qua non venant s'ajouter à bien d'autres afin que le label Made in Algeria puisse conquérir d'autres horizons afin de s'afficher sur tous les étals internationaux et atteindre ainsi le volume escompté d'exportation de 5 millions de dollars à l'horizon 2024. Un autre ami de la révolution algérienne et ami de l'Algérie s'en est allé. Adolfo Kaminski s'est éteint hier en France à l'âge de 97 ans. Adolfo Kaminski, activé au sein du réseau Johnson, réseau des porteurs de valises et du réseau Curiel. Ce militant anticolonialiste était spécialisé dans la fabrication de faux papiers à l'époque et a grandement soutenu les militants de la Fédération de France du FLN. Nabil Hamidesh et Amal Barba. J'ai toujours refusé d'être payé pour ne pas être considéré comme un mercenaire. Tout ce que je voulais, c'était être un militant des causes justes, disait Adolfo Kaminski. Un militant des causes justes, il a été jusqu'au bout. Pour moi, il n'y a pas de bon et de mauvais racisme. Le racisme est inadmissible. Un être humain, qu'il soit blanc, noir, bronzé, les cheveux frisés ou pas, est un être humain égal. Et j'ai jamais supporté qu'on fasse une ségrégation. Fervent anticolonialiste, photographe de talent, faussaire de génie, Adolfo Kaminski a sauvé des milliers de vies, fournissant en faux papier la résistance et les luttes anticoloniales. Durant les années 50, il a grandement soutenu les militants de la Fédération de France du FLN. Il rejoindra les différents réseaux de soutien à la Révolution. J'avais l'expérience de la Deuxième Guerre mondiale. Mes réseaux ont sauvé des milliers de personnes et là pour les Algériens il fallait assurer leur sécurité, les hébergements chez des amis qui ne pouvaient pas me refuser, les aides au passage de frontières et surtout les papiers. Donc j'ai fait ce que je considérais comme mon devoir. Tout au long de son parcours, Adolfo Kaminski activera dans la clandestinité, adoptant une culture du secret pour protéger ses contacts et tous ceux qui luttent contre l'injustice. Il se rappelle de sa rencontre inoubliable avec le responsable de la fédération du FLN en France. J'ai fait la connaissance d'Omar Boudaoud seulement quand j'ai pris la clandestinité en Belgique parce que j'ai retardé mon départ d'un jour parce qu'il y avait une arrestation et dans l'appartement des gens qui ont été arrêtés, il y avait toutes les archives du FLN. Donc j'ai été obligé de cambrioler cet appartement et de mettre tout en sécurité. Autant de combats anticoloniaux en Amérique du Sud et en Afrique auxquels ce militant des causes justes a apporté son soutien au péril de sa vie et au prix de nombreux sacrifices.
On ne le voit pas, il n'a aucune odeur. Le monoxyde de carbone, ce tueur silencieux, a de nouveau sévi. Dans la nuit d'hier, 17 personnes ont perdu la vie au niveau de plusieurs wilayas du pays suite à l'inhalation de ce gaz émanant d'appareils de chauffage. Ce gaz qui ne se perçoit pas et qui ne se voit pas arracher la vie à 9 membres d'une même famille dans la ville de Boussaada à Msila, 6 d'une autre même famille à Meshta Boudjelir à Ainoumane dans la wilaya de Sétif et de 2 autres personnes à Moustaganem. La protection civile rappelle aux citoyens la nécessité de respecter les consignes de sécurité et de faire entretenir régulièrement les appareils de chauffage par un professionnel. Des enquêtes sont ouvertes pour déterminer les circonstances exactes de ces drames. Un policier a été interpellé et placé en garde à vue suite au décès d'un mineur après avoir été touché par une balle de semence lors de la perquisition d'un domicile à Barraqi à Alger. Une enquête a été ouverte autour des circonstances de l'incident dont les résultats seront dévoilés ultérieurement selon un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale qui précise que lors de l'exécution aujourd'hui d'un mandat de perquisition d'un domicile par la Sûreté de la Daïra de Barraqi, wilaya d'Alger, qui s'est soldé par l'arrestation de 2 personnes et la saisie de plus de 1000 comprimés psychotropes et d'une quantité de drogue, des jeunes du quartier ont tenté de bloquer l'opération, ce qui a poussé l'un des éléments de la Sûreté nationale à tirer une balle de semence qui a touché le mineur, lequel a été transféré en urgence à l'hôpital Zmirli d'Al-Harrach où il est décédé aujourd'hui à midi. À cet égard, la DGSN informe de la mise en garde à vue de l'élément en question. L'arme a été soumise à une expertise balistique avec l'ouverture d'une enquête sous la supervision du procureur de la République près la cour d'Al-Harrach. La DGSN présente ses condoléances à la famille de la victime. L'opinion publique sera informée des résultats de l'enquête et des mesures prises en coordination avec les juridictions concernées. Dans l'actualité internationale, au Maroc, la grogne sociale ne faiblit pas. Les mouvements de contestation populaire se succèdent et touchent désormais tous les secteurs. Cette fois, les Marocains ont exprimé leur mécontentement et leur indignation face aux actions et propos du ministre de la Justice et exigent son départ du gouvernement. Les manifestants n'ont pas fini de dire leur dernier mot face à la politique hasardeuse adoptée par le régime du Marzen au détriment des intérêts du pays et du peuple. Marim Damis. Le portrait brûlé par les manifestants est celui du ministre de la Justice marocain Abdellatif Wahbi, auteur de propos provocateurs à l'égard des participants au concours d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat. Alors que leur colère est loin de faiblir, celui qui est censé incarner la justice vient attiser leur haine en ajoutant de l'huile sur le feu. Abdellatif Wahbi, dont le fils a remporté sans surprise le dit concours, a tout simplement affirmé que son descendant méritait amplement sa réussite car son père lui avait payé des études à l'étranger. Les manifestants exigent le retrait de propos insultants et méprisants du ministre de la Justice et veulent sa démission. أننا في دولة رأسمالية بهذا المفهوم هذا ما دام أنه جاب هذا التصريح يعني ما غاديش نتسناو أنهم غادي يشوفوا لنا العدالة في البلاد والمساواة ما دام بأنه جاب هذا التصريح الجريء وبكل جرأة وبكل استفزاز ما شافش المشاعر ديال المغاربة وما شافش المشاعر ديال الآلاف ديال الطلبة الحاصلين على شواهد عليا. علاش هذه الحقرة كاملة؟ كنعبروا على الرفض ديالنا المطلق لهذه الممارسات اللا وطنية لا شعبية في حق أبناء الشعب ونندد على هذه الممارسات والخروقات اللي كتوقع في جميع المباريات واللي تسيدتها مباراة المحاماة الأخيرة ديال ربعة وجنبير. كما نؤكد أن على السلطات المغربية أن تفتح تحقيق في هذا الأمر وأن تقيل الوزير وهبي وزير العدل وزير اللا عدل مع المحاسبة. La liste des scandales du Marzen s'allonge, suscitant le ras-le-bol des Marocains qui veulent en finir avec le régime qu'ils qualifient de mafieux. On termine chez nous en Algérie, dans le sud du pays, à Ghardaya, qui attire de plus en plus de touristes, notamment depuis la facilitation d'octroi des visas aux étrangers. Qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, les visiteurs sont, vous le verrez, émerveillés devant la beauté de cette région réputée pour son patrimoine naturel, architectural et culturel, dont une grande partie est classée patrimoine mondial sauvegardé de l'UNESCO. Ghardaya, l'enchanteresse, porte du désert, une cité millénaire captivante. Cette destination riche en histoire et en paysages féeriques suscite depuis toujours l'admiration des visiteurs et des touristes qui y affluent en masse des 4 coins de l'Algérie et du monde.
Nous sommes des étudiantes venues de la wilaya de Relizane pour visiter Gherdaya. C'est une ville époustouflante. Gherdaya est une très belle ville. Nous avons visité plusieurs sites, parmi eux Zelfana. C'est très beau et intéressant en matière d'architecture et d'histoire. En plus, les habitants d'ici sont très gentils et bien accueillants. Nous avons adoré. Gherdaya est connue mondialement par son architecture unique. D'ailleurs, elle était la source d'inspiration de l'architecte Le Corbusier. Avec ses siècles d'histoire et ses splendeurs architecturales, la vallée du Mzab dispose d'un patrimoine matériel et immatériel d'exception. L'endroit est merveilleux. On ne s'attendait pas à voir une architecture aussi surprenante. Et les gens ont été très aimables avec nous. C'est une excellente expérience pour nous d'être ici. Il y a beaucoup de formes et de couleurs. C'est incroyable. Je viens de Californie. Gherdaya est une véritable découverte. Je vous encourage à venir la visiter. Je viens du Texas. J'ai adoré me promener dans la ville et voir toutes ces belles tapisseries. Ils sont très heureux de leur visite. Ils étaient émerveillés par l'hospitalité et la bienveillance des habitants. Ceux qui visitent l'Algérie pour la première fois la quittent toujours avec un pincement au cœur. Avec les mesures de facilitation d'octroi de visas touristiques au profit des touristes étrangers souhaitant visiter le sud algérien et le Festival international du tourisme sahérien qu'elle a accueilli en décembre dernier, Gherdaya est bien parti pour devenir un véritable pôle touristique. C'est ainsi que se clôture le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée midi. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.